Donc, on va redémarrer pour ne pas perdre de temps. Donc, la première question, comme je vous l'ai dit, ça concerne l'exploration d'autres territoires extrêmes entre terre et mer. Cette table ronde sera modérée par Catherine Ramou, artiste, architecte et enseignante à l'INSA Paris-Val de Seine, que je remercie chaleureusement à travers ses expositions et ses expéditions en Antarctique, Arctique et Tristan de Cunha dans l'océan Atlantique Sud. Catherine pose des questions d'environnement et de colonisation des territoires naturels ou urbains. Les constructions réalisées à partir d'éléments collectés dans les environnements où elle travaille dessinent des modes alternatifs d'occupation, des relevés de paysages à travers les protocoles de correspondance numérique. Elle crée ainsi en temps réel des cartographies à la fois logistiques et fictionnelles des paysages arpentés et observés. Son travail multimédia fait des allers-retours entre échelle macro et micro, entre sciences et réel, entre dématérialisation et rematérialisation. Donc là, le principe de la table ronde, vous avez 6 intervenants, ce n'est que des hommes, il va falloir que ça change. Donc, rapidement, ce sera 15 minutes pour chacune des 4 interventions, en fait, c'est des pilotes, plus 30 minutes de discussion tous ensemble. Donc, je vais commencer par présenter les 3 premiers, ça commencera de la droite à la gauche. Donc, on va démarrer. Nicolas Floch enseigne la sculpture et l'installation sur le site de Vannes depuis 2011. Il explore les pratiques artistiques en fonction des contextes qu'il investit. Ses œuvres se déclinent dans de multiples formes: installation, sculpture, film, photographie, performance, scénographie. Il se présente comme des structures ouvertes, multifonctionnelles, modulables et consommables. Ces propositions artistiques s'inscrivent dans le champ de l'expérimentation, questionnant les modes de production, de distribution et de consommation de l'art. Erwan Medel enseigne le design sur le site de Brest depuis 2012. Son travail en réponse à des commandes publiques ou privées s'élabore dans le cadre d'un design contextuel afin d'apporter une réponse plastique et visuelle à l'usage au sein de l'axe de travail mer, rêve et technologie. Il choisit de s'emparer spécifiquement du contexte maritime, des activités qui s'y développent, industrielles, militaires, nautiques, de loisirs, et des perspectives que ce contexte ouvre comme terrain d'investigation, de recherche et de projection, à la fois dans ses dimensions techniques, technologiques, et les processus d'innovation qui l'accompagnent avec pour méthode le télescopage et l'imaginaire et du réel. Et puis, un invité extérieur, Pierre-Yves Glomanel, professeur émérite à l'INSA de Rennes et directeur du bureau d'études Avelvor Technologie. Il a créé en 2007 Avelvor Technologie, un petit bureau d'études dont l'activité est centrée sur les économies d'énergie dans la marine de travail, et c'est essentiellement aujourd'hui la pêche et le petit cabotage. L'objectif de Pierre-Yves était de mettre ses connaissances en informatique, en intelligence artificielle et celles d'un ingénieur de l'INSA en génie mécanique au service des pêcheurs pour leur proposer des solutions complémentaires de propulsion. Donc voilà, et on va commencer par Nicolas et Erwan qui vont nous présenter un navire de recherche artistique qui était une proposition de projet initialement lancée par Nicolas il y a quelques années et auquel se rattache Erwan, plein de nouvelles motivations, et après Pierre-Yves continuera puisque c'est une intervention qui ira de terre ou de pivot. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce projet dont j'ai parlé à beaucoup d'entre vous, je crois, depuis quelques temps. C'est vraiment ce qu'on va présenter avec Erwan, c'est vraiment une note d'intention, c'est-à-dire que c'est un projet qui, à la fois, il y a cette idée qui circule depuis 2011, qui s'affine, qui se précise, qui commence à devenir concrète grâce à Pierre-Yves aussi, on en parlera tout à l'heure. Il s'agit vraiment d'une intention, puisque tout est à construire, et
voilà, donc, l'intention première de ce projet était l'idée de pouvoir avoir un petit peu une plateforme qui puisse être, je dirais, commune à 4 sites, c'est-à-dire, et surtout, l'idée de fabriquer un outil que l'on puisse partager et qui puisse être un outil qui sert un outil de la recherche. Bonjour à tous. Et moi, donc, je suis arrivé en 2012 à l'école, j'ai entendu parler de ce projet il n'y a pas très longtemps, et donc j'ai trouvé que c'était une extrêmement belle idée, belle et intéressante, donc j'ai cherché à avoir un peu plus d'informations. Et on s'est rencontrés avec Nicolas, et quelques temps après, on vient de se dire juste sur la progression du projet, et j'ai souhaité, en fait, je suis revenu vers lui en me disant, mais il faut que cette idée existe, que ce projet se fasse, puisque on voit qu'il y a eu un petit temps où il a été proposé, discuté, etc. Et donc j'ai dit, ben, moi j'aimerais bien, avec les étudiants en design, faire un exercice de design, c'est-à-dire de conception d'usage de ce qui pourrait être l'aménagement de ce bateau. Et donc fabriquer des maquettes, des plans, etc. Et donc c'était une manière aussi de faire exister cette première étape de faisabilité sur ce projet de bateau de recherche artistique. Et puis après... Alors, on se dit comme ça, pourquoi un bateau? Qu'est-ce que pourrait être ce bateau? À quoi ça va nous servir? Déjà, bon, quand on voit ces images, il s'agit de chalutier. Pourquoi un chalutier? Pourquoi un bateau directement un bateau à voile qui va nous permettre de nous déplacer de manière, je dirais, moins énergivore. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à créer une plateforme de travail, c'est-à-dire une unité mobile de l'école qui puisse se déplacer et que c'est partir d'une structure, un bateau de pêche est une structure industrielle qui n'est pas une unité trop importante, c'est-à-dire ce sont des bâtiments qui restent là, il s'agit d'un bâtiment de 30 mètres, la photo du bas, celle du haut, un bâtiment de 24 mètres. Je dirais que de partir d'un bateau comme ça serait un petit peu un projet idéal, et on est dans l'idée aussi du recyclage d'une structure industrielle, qui serait une plateforme de travail. Donc ça c'est le projet. Donc au fur et à mesure des discussions, il vient une rencontre donc, avec Pierre-Yves Glorinek. Et donc on vient discuter de ce bateau, et effectivement Pierre-Yves, on va dire la chose rapidement comme ça, nous a proposé d'utiliser votre bateau laboratoire qui s'appelle donc le Grand Largue, et donc voilà, de pouvoir commencer en fait, qui pourrait être une maquette finalement de ce projet-là. Donc il y a à la fois le projet idéal, qui est dimensionné à peu près avec un bateau de 25 à 30 mètres, et là qui serait une sorte de maquette de préfiguration de ce projet. Et donc effectivement, c'est donc un outil qui sert à beaucoup de choses. Donc c'est un déplacement. Oui, c'est un outil de déplacement qui nous permet bien sûr de nous déplacer, mais c'est pas simplement, l'idée du bateau, c'est pas simplement naviguer, partir avec ce bateau pendant 10 jours par exemple. C'est un bâtiment, je dirais, qui peut être ailleurs pendant un temps, c'est-à-dire s'arrêter dans un port, à Amsterdam, à Hambourg, et y rester pendant un temps, et certaines personnes pourraient rejoindre ce bateau. C'est-à-dire que le bateau, à certains moments, navigue, et à d'autres moments, resterait au même endroit. Et donc, quand on parle d'outils, donc c'est ce qui me paraît assez intéressant, même très intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment un outil de déplacement parmi les mobiles, un outil d'échange. On peut parler de relations internationales. C'est un outil aussi d'observation. Moi, le premier jour où je suis monté sur ce bateau qui était le Grand Largue, j'ai compris un peu aussi, surtout l'intérêt. Il y a quelque chose de physique que j'ai compris, et qu'on n'était pas du même côté et on avait un point de vue différent.
Et donc je me suis dit, mais voilà, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de voir les choses autrement. Et c'est ce qui m'a semblé être aussi très intéressant, donc du coup c'est aussi un outil d'observation. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'à partir du moment où on porte des observations singulières, autres, on a des chances aussi peut-être de produire des choses peut-être autres. C'est aussi ce qui m'a semblé intéressant. Et donc après c'est également un outil de résidence, de vie. Voilà, c'est ça en particulier dans votre projet, c'est un outil, je vous disais un outil habité, ou est-ce que c'est un habitat outillé? Et alors, du coup, c'est les deux, Je pense que c'est les deux, je pense que c'est vraiment l'idée d'avoir cette... comme Erwan parlait du regard, je pense tout de suite, évidemment c'est une chose, déplacer le regard, regarder je vais répondre à ta question. Regarder la terre depuis la mer, et ça me fait penser aussi immédiatement évidemment à Marcel qui est dans la salle, Marcel Inaé, et qui est associé à ce projet, tout naturellement, par son travail sur la mer et avec son association Finistère Allée. Et réponds pas à ça. moi je suis... Bon, est-ce qu'on peut... je commence un petit peu concrètement, parce que moi je pense qu'on se pose peut-être un peu tous des questions, à savoir voilà, si en tant qu'enseignant on a un projet à faire, par exemple, comment vous imaginez les choses? C'est-à-dire que chacun va proposer un programme ou un lieu qui l'intéresse, une géographie qui l'intéresse, un parcours. Comment vous voyez la mise en place? Parce que visiblement, le bateau, c'est plus forcément un problème. Enfin, vous dites que c'est plus des skis, mais enfin, quand même, le bateau, il y en a un qui est matériellement là, sur lequel je pense que vous avez travaillé, c'est ça, pour l'aménagement. Comment vous imaginez le mélange des projets? Parce que c'est très ouvert. Alors, c'est deux choses bien séparées, c'est-à-dire que dans un fonctionnement possible, je dirais, du bateau, du projet principal, on pourrait imaginer, par exemple, si je fais un découpage sur la nuit, on pourrait imaginer une sorte de post-diplôme où les étudiants seraient en immersion pendant un temps long. Donc là, il y aura un programme très spécifique au bateau. Et ensuite, on peut imaginer un temps de 6 mois, par exemple, où l'ensemble des enseignants et des sites partagent évidemment l'occupation du bateau, c'est-à-dire toute personne qui veut faire un projet avec le bateau va pouvoir le mettre en place, soit un projet basé sur le déplacement, soit se rendre par exemple dans une ville et aller habiter ce bateau, inviter des gens sur une structure qui a un fonctionnement qu'on a choisi et qu'on définit ensemble, qui est notre outil en fait, c'est pouvoir inviter une personne à faire une conférence, à venir rencontrer des étudiants sur un lieu qui est un bateau. C'est pas tout à fait la même chose que de l'inviter par exemple sur un des sites en Bretagne. Non, et du coup, je pense à ce que tu dis souvent, que ça devient une sorte de 5e cycle de l'école, un cycle complet. Juste, je voulais rajouter ça. Ce que je trouve intéressant aussi à la façon des scientifiques pour leur terrain d'études, on reviendra sur des projets par exemple Louis, c'est que en fait finalement vous vous déplacez avec votre propre terrain quand même, qui est ce bateau, mais en même temps qui reste ouvert au terrain que vous allez découvrir. Donc je trouve qu'il y a 3 dimensions. Il y a le bateau, l'espace intime dans lequel vous allez être, parce qu'il n'y a pas toutes ces questions-là. Il y a le parcours que vous allez faire. Donc ça, c'est intéressant au niveau pédagogique aussi, cette notion de parcours. Et puis il y a effectivement l'endroit où vous arrivez et où vous pouvez décider de rester peut-être des mois au même endroit. Enfin, c'est ça, c'est pas que faire du bateau finalement et naviguer. Et c'est pour ça qu'une structure industrielle comme un maquettage permet de créer cet habitat et cet espace naturel. Et ensuite, une chose aussi très importante dans le déplacement et dans le fait d'être dans un autre endroit, c'est que les étudiants aujourd'hui, quand ils sortent d'une école d'art, sont amenés à travailler dans beaucoup d'endroits différents et sur des contextes toujours nouveaux. Et ce type de structure peut les mettre dans ces situations et peut permettre aussi d'autres types d'échanges avec des structures, des écoles. Et combien d'étudiants vous pensez qu'on puisse emmener et d'enseignants? Si c'est trop concret, je sais pas le nombre d'étudiants, c'est sur le bateau de Pierre, donc on est limité sur
boîte limite à 12 personnes, donc c'est plutôt sur 6 étudiants. Et une dizaine de personnes déjà sur le bateau, c'est pas mal. Sur un projet qu'on espère pouvoir mettre en place, on serait une douzaine d'étudiants. Donc c'est pas beaucoup plus, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il y aurait beaucoup plus de place sur le bateau. Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est la qualité des espaces de travail qui change, et puis la route aussi, puisque le bateau de Pierre-Yves, alors je ne sais pas jusqu'où Pierre-Yves nous permettra d'aller, mais en tout cas sur les côtes anglaises, on en avait parlé, que ça devrait être possible. Les côtes du nord de la France, et peut-être qu'on aura des permissions pour aller jusqu'en Hollande ou en Hambourg, peut-être, on verra. Mais, et un bateau plus gros nous permettrait d'aller jusqu'en Islande ou jusqu'à Istanbul, et on peut imaginer plein de choses. On continue avec les Pierre-Yves ou... Je vais plus... Oui, bonjour. Alors, en fait, il y a eu fusion de deux projets. Je devais d'abord parler du développement de la voile, et j'ai fait un peu mon exposé, là-dessus, le développement de la voile dans la marine actuelle. Et c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était pourquoi ne pas concrétiser, préfigurer un bateau de recherche artistique en utilisant le bateau expérimental qui appartient à ma société. Alors, comme je suis un élément un petit peu exogène dans cette assemblée, bon, je ne me reconnais pas trop en tant qu'ancien professeur, comme le soit, mais plus en tant que dirigeant de bureau d'études, et un bureau d'études qui est dédié uniquement, quasiment, aux économies d'énergie, à la lutte contre la pollution dans la marine de travail. La marine de travail, c'est la pêche, le cabotage, les navires à passagers, et un tout petit peu la plaisance, parce que la plaisance, c'est plus un luxe qu'une nécessité économique. Donc là, c'est essentiellement les points que j'ai dit. Bon, je fais aussi partie du projet européen SAIL qui travaille sur la propulsion hybride, la marine de transport hybride en mer du Nord. Bon, ça indique un petit peu le champ général, et il y a un certain nombre de réalisations et de projets qui concernent essentiellement la voile. Les voiles automatisées, c'est déjà fait. Les voiles en forme d'aile d'avion, c'est des voiles L pour un handicapé de Douarnenez, c'est en cours. Le travail est commencé, et d'autres travaux qui concernent des formes de propulsion véhique. Bon, rapidement, le plan. Je vais surtout parler des réseaux objectifs de la voile. En fait, la voile, c'est pas quelque chose qui date du 19e siècle, qui est morte dans les années 40-50. C'est quelque chose qui a un retour absolument nécessaire et inéluctable pour un certain nombre de raisons, des raisons économiques. Bon, c'est assez évident. Le prix de l'énergie ne va pas baisser, le prix du pétrole ne va pas baisser, et surtout l'émission de produits fossiles, si ça continue au rythme actuel, ça va provoquer des catastrophes au niveau changement climatique, etc. Donc, nécessité économique, nécessité environnementale, c'est clair aussi, tous les bateaux de travail fonctionnent au gazole, si ce n'est au pétrole, au fioul lourd, qui est constitué de résidus de raffinerie et qui est extrêmement polluant. Et enfin, des raisons politiques, parce que actuellement tous les politiques se gargarisent, alors, au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial, tout le monde se gargarise de faire des bateaux propres, mais jusqu'à présent, il n'y a pas le moindre geste concret dans le domaine. Mais par contre, cette nécessité existe et finira bien un jour par apparaître. Bon, actuellement,
Là, le Tresson-Bresse, Xavier Lionel en parlait tout à l'heure, il a été affrété par. C'est un bateau hollandais, malgré son nom. Il a été affrété à un moment donné par la compagnie TOWT. Et c'est un petit peu l'antithèse de ce qui doit exister. Donc, entre le Tresson-Bresse et le Orcel, qui est un autre projet, qui est entièrement futuriste et qui est un bateau très propre et très écologique. Mais entre ces deux bateaux-là, eh bien, il y a des places à prendre et donc le but c'est d'arriver à installer le bon moyen de propulsion bélique sur un bateau. Donc là, il y aura un rôle de conception, d'intégration très important à faire, sans oublier que ce sont des bateaux de travail qui doivent donc être rentables. L'expérience du Grand Largue, c'est un projet qui a été réalisé par le Colonel Bretagne et je vous montrerai la diapo tout à l'heure. C'est un bateau qui fonctionne depuis déjà 2 ou 3 ans pour la première génération et on est actuellement à la deuxième génération. Les voiles il n'y a personne à manipuler les voiles, tout se fait par joystick à partir de la passerelle. Donc voilà le bateau qui a déjà été présenté par Nicolas Herman et qui va servir encore en particulier à introduire de la propulsion hybride et des dispositifs toujours pour économiser l'énergie. Bon, je suis parti sur des propulsions auxiliaires, je ne pas propulsion principale, où la propulsion est auxiliaire, le vent est aléatoire et donc les contraintes actuelles font que les bateaux ont des horaires, doivent rentrer, passer des écluses à telle heure, vers la criée à telle heure, etc. Par contre, dès qu'on peut profiter du vent, eh bien, il faut en profiter et à ce moment-là, les techniques existent. À condition que ce soit automatisé, parce que c'est une condition essentielle actuellement. Bon, alors quelques exemples, ça c'est un catamaran pour handicapé, un projet de bateau de 36 mètres, il n'est pas très clair, mais enfin, on le voit, et un projet sur lequel on travaille dans le Pacifique, c'est le bateau d'une ONG. Alors ça va entraîner de nouvelles pratiques et de nouveaux concepts. On ne sait plus naviguer à la voile, quelles sont auxiliaires ou principales cibles, les voiles le savent. Donc je vais conclure très vite. Bon, il faut réapprendre un certain nombre de choses et travailler sur des bateaux existants. Voilà, je présente 2 cas très différents. Ça c'est un filayeur. Il va falloir. On est en train d'équiper de voiles. Il va falloir concevoir le gréement pour ce type de bateau. Il va falloir aussi concevoir un gréement pour un autre type de bateau, c'est un catamaran de 36 mètres. Et là, eh bien, les épures sont libres et il va falloir arriver à faire quelque chose de fonctionnel et de beau à la fois, sinon ce sera rejeté. Donc tous les bateaux sont concernés, ça ouvre avec un travail collectif qui est obligatoire. Il faut des ingénieurs, il faut des architectes, il faut des concepteurs, des designers, et absolument tous les bateaux sont concernés parce qu'ils sont concernés par le problème. Alors les atouts, l'économie du carburant, etc., c'est un petit peu de tarte à la crème, et en conclusion, c'est que le vent, c'est quelque chose qui a déjà fait la preuve de son efficacité et que ce serait le premier pas pour une économie bas carbone et le bateau grand large va continuer ses démonstrations, mais va pouvoir aussi être utilisé. Il peut servir de démonstrateur pour le futur bateau envisagé par Nicolas. Très vite, excusez-moi. Alors, du coup, ce que je trouve assez intéressant avec le projet de participe que vous proposez, et puis le site comme ça, mobile, vous, ce que vous dites, en fait, vous parlez beaucoup finalement de société politique. Hein. Et je trouve intéressant qu'il y ait cette question de société et de politique, voire d'handicap, qui s'ajoute au projet artistique.
Et je voulais savoir, si vous n'avez peut-être pas encore suffisamment avancé encore sur le projet, et en quoi vous pourriez maintenir dans ce projet artistique cette dimension sociale ou politique dont vous parlez, à part l'économie d'énergie. Ce bateau peut servir de démonstrateur, déjà, ce qu'il ne fait pas. Mon objectif, c'est de faire en sorte que ce bateau sorte, qu'il vive, qu'il aille se montrer un peu partout, qu'il montre la facilité de la technologie. Il suffit d'une commande d'un joystick pour tout diriger. Et donc mon objectif, c'est de faire en sorte que ce bateau serve de vitrine. Si en même temps il peut servir à héberger les artistes, ils vont aussi participer aux démonstrations, ils vont faire vivre le bateau, et moi je trouve ça très bien. Petite chose, il faut aussi dire que par rapport à un projet qu'on met en place avec Avoine, on est aussi sur les trois options. Je ne peux pas dire que juste la communication peut travailler sur le politique ou le design de la résonance aussi, mais il y a aussi Jocelyn Potensin qui représente au départ de ce projet l'option communication. Moi, je voudrais rajouter aussi quelque chose qui est assez intéressant, parce que tu parlais d'expéditions dans lesquelles j'ai pu aller, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui se posent cette question d'éthique, finalement, à savoir est-ce qu'il est nécessaire d'aller si loin en Antarctique avec autant de fuel pour aller compter les manchots, par exemple, et certains qui commencent à se dire je vais peut-être y aller moins souvent, etc. Donc je trouve que c'est intéressant aussi, comme vous positionnez en tant que chercheur, d'être tout de suite, finalement, dans une question aussi technique par rapport à l'environnement. Voilà. C'est très intéressant. J'ai peut-être pas d'autres questions. Et puis, grand défi sociétal de l'Europe. Donc, c'est sûr que c'est aussi l'intérêt de mettre ensemble tout ça. On va continuer, et puis après, faire circuler. Le Xavier Lionel, en fait, qui enseigne aussi le design sur le site de Brest depuis 2011, pour Xavier et devenir un Poidelet, nous vont présenter l'axe de travail design de la transition, qui développe les âmes, qui s'inscrit donc dans le mouvement de la transition, prenant comme point d'appui la capacité des communautés locales à s'adapter, se renouveler ou à anticiper les phases de changement, fluctuations énergétiques, répulsion écologique, changement de situation économique. Du point de vue du design, il s'agit alors de considérer cette capacité d'adaptation comme vecteur de réinventation et d'innovation. Alors, pour vous présenter rapidement, Xavier a travaillé en France et en Italie et de nombreuses années au Japon avant de s'installer en Bretagne. Son travail est en relation directe avec des préoccupations environnementales et se fonde sur des notions telles que le développement durable. La pratique de Lionel concerne tout à la fois les domaines du design de mobilier, de produits d'espace et le graphisme. Il aborde des réponses formelles et spéculatives dans le champ du design industriel et du design de produits, à la frontière d'un travail critique, prospectif et plastique. Je présenterai le livre. Il y en a peut-être des questions à poser. En attendant, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, vous pouvez réagir déjà sur ce qui a été proposé. Non? On attend. C'est un droit là ou pas? C'est une question.
demander à propos du bateau, du projet de bateau, qu'on raconte un peu plus, qu'on ait la spécificité d'une recherche qui serait accueillie en fait, sur ce bateau, par rapport à une recherche, on a parlé de déplacement, mais qu'est-ce que ça signifie que les sujets de recherche doivent faire appel à des projets de déplacement ou de nécessité du déplacement, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons plus, je sais pas, de concentration, d'être sur un bateau, d'être à plusieurs pendant plusieurs jours, ce qui modifie quand même les méthodologies de recherche habituelles, où on a toujours des réunions entre deux déjeuners ou deux avions, etc. Est-ce qu'il y a d'autres formes comme ça spécifiques que ça peut faire induire oui, enfin, c'est quelque chose, je pense, qui est très ouvert, c'est-à-dire, tout à l'heure, quand j'ai parlé au départ, de manière un peu chaotique, de note d'intention, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour l'instant, ce bateau, le fonctionnement est à définir et va se définir en groupe. C'est-à-dire que on n'a pas réellement commencé le travail. Donc, dans la... Je ne sais pas si... Comment ? Donc, vous n'avez pas de réponse. J'ai pas de réponse. Ça modifie. Il n'y a pas... on change de point de vue. On a un lieu dans lequel on peut vivre pendant un temps pour se mobiliser. Mais donc, aujourd'hui, il n'y a pas, je dirais, c'est fabriquer un outil. C'est vraiment la fabrication de l'outil. Et les axes de recherche vont forcément avoir des choses à partir de ça qui vont se développer. Mais c'est la fabrication. Et vous êtes ouvert aux propositions multiples On est ouvert aux propositions multiples et je pense que justement ces axes de recherche doivent être aussi définis par des personnes de l'ensemble des sites. C'est-à-dire que c'est vraiment un objet que chacun doit pouvoir s'approprier. Et je pense que le fait aussi que parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller en mer ou d'aller sur un bateau, mais cet aspect de l'habitat mobile en quelque sorte, parce que c'est aussi un habitat mobile. Ça pourrait être un train, ça pourrait être un bus, donc c'est un peu plus logique que ce soit un bateau en Bretagne, mais évidemment un train ça ne marche pas de la même façon, c'est moins mobile, un bus c'est un peu plus petit, donc un bateau présente quand même un certain nombre d'avantages. Je sais pas si vous voulez... Non, c'est ça, c'est tout à fait un outil du coup singulier qui va évidemment induire des méthodologies, des résultats singuliers, mais qui est d'une certaine manière complètement ouvert pour le moment. Et donc c'est fini. Ça y est, la technique est résolue, donc Xavier va continuer. Une question avant que Xavier commence ? Donc, j'ai vu, c'était listé équipage, je pense que le bateau en question c'est 12 personnes, mais par équipage vous entendez, là on parle des gens qui pourraient, des étudiants, des enseignants, ou on parle de l'équipage qui fait tourner, qui fait fonctionner le bateau. C'est-à-dire des professionnels formés pour assurer... De toute façon, il faut des professionnels, ne serait-ce que pour la sécurité. Oui. Il faut qu'il y ait des gens qui aient toutes les qualifications nécessaires, sinon faire le technique professionnel. Bon, ceci dit, dans des bateaux actuels qui sont entièrement informatisés, même le moindre bateau de pêche du port de l'Orient doit avoir 3 ou 4 ordinateurs et des systèmes de localisation très précis. Ce qui fait qu'il faut un équipage qui peut être payé au minimum si les étudiants participent, et quand le bateau est en mer, n'importe qui, du moment qu'il sache manipuler une souris ou un joystick, est capable
capable de piloter le bateau parce que tout est fait pour simplifier la vie. Donc, à part les manœuvres portuaires, les arrivées et les départs de port, où il faut vraiment un équipage formé et avec les qualifications requises, les étudiants peuvent participer tout à fait sans problème. C'est combien de personnes à l'équipage? Ça dépend de la taille du bateau. Donc du coup, c'est en gros 12 au total, moi je pense que c'est ça, c'est 12 au total, et du coup, un ou deux diplômés. Bon, sachant que quelquefois, il y a une navigation 24 heures sur 24, ça va pas être la même personne qui sera continuellement à la tâche dans les cas. C'est comme sur les bateaux scientifiques, de toutes les Tout à fait. façons, tout le monde est d'écart, que ce soit scientifique. Voilà, excuse-moi, j'avais une autre question qui s'enchaînait. Donc là, ce bateau-là, c'est un côté parce qu'il existe. Et c'était plus pour Nicolas cette question. Est-ce que quand tu as entamé ta réflexion sur le bateau, tu as pensé à des formes précises ou des types de bateaux précis qui se prêteraient, qui correspondraient vraiment à des usages possibles? Parce que tu imaginais certainement des choses. Parce que les photos qu'on a vues au départ, c'est vrai que la taille du bateau permet de ne pas avoir. Enfin, ce type de bateau de pêche peut être assez fonctionnel parce qu'il y a un espace important, c'est pas un bateau trop grand. L'idée de recyclage d'un bateau est assez intéressante parce que partir sur je pense, un bateau neuf, c'est pas un projet réaliste et je trouve que c'est moins intéressant que de partir sur une rénovation. Après, c'est avoir un compromis entre la rénovation, je dirais, pour que le bateau puisse fonctionner à la voile, qui est un mode de propulsion plutôt durable, entre guillemets, et les espaces habitables, c'est-à-dire essayer de trouver cet équilibre. Donc il n'y a pas de forme idéale, mais le bateau de pêche a une bonne base, je pense. Ça pourrait être un petit cargo, mais le petit cargo c'est souvent beaucoup plus gros, c'est une première étape, et après ça dépendrait aussi de paramètres. Vous avez déjà une idée en fait des partenaires que vous pourriez associer à ce Déjà une idée des partenaires associés. Peut-être on peut continuer parce que c'est vrai que parce que après c'est un peu une suite quand même logique de présentation et peut-être qu'après on pourra détailler. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter un des axes de recherche qui sont développés à l'ESAP de Brest. Il s'appelle Design de la transition. Je pense que vous connaissez tous ce qu'est le mouvement de la transition. C'est un mouvement qui existe depuis pas mal d'années, qui est né en Angleterre avec Rob Hopkins, qui s'attache à trouver des solutions pour justement transiter d'une société pré-pétrodépendante à une société post-pétrodépendante et le faire de la façon la plus intelligente et la plus douce possible. Donc du coup, nous on se pose la question du design dans tout ça, des phases du projet de design. À savoir si le design ne peut pas être générateur ou régénérateur d'autonomie et de résilience. Le point important, c'est que ce changement de paradigme, il existe, il s'opère. Après, c'est une question de perception. Nous, on pense que c'est une source d'innovation, de créativité et un champ d'opportunité énorme. Donc, le contexte, c'est le contexte finistérien, la péninsule finistérienne, la mer dans la terre et les îles du Ponant. Bon, simplement parce qu'en fait, sur une île, on peut observer ce qu'on appelle les rétroactions, c'est-à-dire cause à effet, de façon évidente et relativement immédiate. Donc, c'est un peu des laboratoires idéaux. Les îles aussi, par nécessité, opèrent leur transition depuis un peu en amont finalement du reste de la Terre. Donc, des projets inscrits localement, mais évidemment en collaboration avec, en échange avec des
étudiants qui ont un axe de recherche finalement dont les préoccupations regroupent pas mal les nôtres. Je précise que c'est un axe de recherche naissant qui s'active cette année, donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont très très indéfinies, qui vont se préciser cette année, j'espère. Donc pas mal de champs d'investigation, on n'a pas vocation à tous les couvrir, évidemment. Les nouveaux matériaux, ça comprend les nouveaux matériaux, etc. Les champs de réappropriation des savoir-faire, les moyens de production, du DIY, du métier-au-sol, toi-même, débrouille-toi tout seul, à la bio-ingénierie, et toutes les questions passionnantes, éthiques, qui se posent autour de ça, surtout autour de la bio-ingénierie. Il y a des choses vraiment intéressantes qu'on ne va pas développer. Le biomimétisme, la conception collaborative ouverte, les nouveaux modes de diffusion de projets, etc. etc. Ça fait beaucoup de choses, on n'a absolument pas l'intention de le couvrir. Là, ça va être une diapo un peu rigolo, parce que depuis ce matin, on a compris que la recherche en art et en design, on a un peu l'intention c'est une sorte de processus qu'on met en route. Il y a un cheminement comme ça qui se fait autour de rencontres, et chaque projet devient la recherche projet, je vais parler aussi de chaque projet devient une espèce de petit laboratoire en soi, qui va poser des hypothèses et les valider ou pas. Et on avance comme ça, il y a une espèce de réseau qui se met en place, et c'est assez passionnant parce que, avec le peu de rencontres qu'on a fait là, déjà il y a quelque chose qui s'est. On sent il y a une trame qui est en train de se tisser. C'est très intéressant. Donc, résolument adossé à la recherche scientifique, c'est vrai que c'est très important pour nous, parce que les méthodes de recherche scientifique nous interrogent, et puis on essaie de réfléchir comment nous positionner par rapport à ça. Donc, je vais un peu vite. Je vais vous présenter déjà les pistes qu'on a, les rencontres qui se sont effectuées, les petits projets qu'on a envie de mettre en place. À commencer par des projets de résidence. Alors là, il y en a deux. Il y en a un qui se ferait à l'île de Vrac, avec le réseau d'artisans vanniers local, un autre à l'abbaye de Landévennec, chez les moines, en partenariat avec les Sables de Quimper, autour de projets céramiques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se mettre en territoire extrême, je pense que c'est pas le terme, on est loin d'être extrême, mais en tout cas, un peu en retrait, et aller vers certaines communautés qui sont fragilisées, et voir comment on peut, ou pas, enfin, on peut essayer d'aller vers eux, et de voir si on peut, alors c'est là que le mot résilience revient, mais voir si on ne peut pas préserver ou régénérer un peu de résilience pour ces communautés-là. Alors, d'autres, avec qui on a commencé déjà l'année dernière sur un petit projet, et je ne vais pas développer, je pense que là, la question qui s'est posée, en fait, pour nous, c'est évident de travailler des gens comme ça, surtout sur un thème de recherche tel que la transition, c'est que du bonus. Là où c'était moins évident, c'est qu'est-ce qu'on leur apporte nous. Ça n'a pas été simple au début, mais très intéressant. Pour eux, en fait, tout de suite, c'était la partie communication. Ils ont besoin de reconnaissance, de visibilité, donc de design, communication, packaging, toutes ces choses-là. C'est vrai que pour nous, c'était peut-être un peu frustrant. On avait envie d'aller un peu plus loin. Donc voilà, c'est un projet qui est en développement. L'année dernière, on a travaillé sur un espace lien entre leur expérience maritime et la Terre, en fait, tout simplement, à leur escale. Donc, c'est des projets très ouverts qui vont donner lieu à pas mal de choses. Les étudiants ont conçu un triporteur, par exemple, un triporteur pliant, télescopique, c'est vraiment intéressant. Ce qui a complètement étonné l'équipe de Taupe, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. D'autres ont conçu des espaces à base de récupération de voiles, de structures importantes. Et il y en a un qui a travaillé sur un système de poulies pour pouvoir transborder le fret plus facilement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en cours et qu'on va continuer cette année. Nous, en fait, on est sur le biche,
et pas très nombreuses. Un moustique. Le biche, c'est un ancien moustique. Alors, une autre rencontre, c'est avec Kairos. Kairos, ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est une cellule de recherche montée par Roland Jovin, qui est une expertise matériaux composites biosourcés particulièrement, mais pas seulement. Et donc, voilà, pour nous, c'est une belle opportunité pour réfléchir autour de ces matériaux-là. Et puis là, la collaboration, elle est plus évidente parce qu'eux, ils ont un matériau, ils cherchent des domaines d'utilisation, d'application, une contextualisation, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les designers savent bien faire. Donc la collaboration se fait assez évidemment, assez simplement. C'est aussi une espèce de carrefour qui est vraiment intéressant, où on s'est retrouvé avec Taute en particulier, puisque Taute s'intéresse aussi à ce type de matériaux, dans la prospective de sortir de ces voies de travail, de ces gréements, et éventuellement concevoir un bateau un jour. Il y a aussi toute une équipe, alors il y a Gold of Bengal, il y a une petite photo au milieu, une équipe très intéressante qui travaille sur le low-tech. C'est une petite équipe d'ingénieurs qui partent, alors là pour le coup vraiment en territoire extrême, sur des îles complètement isolées, et cherchent à mettre en place des techniques avec des moyens du bord. Alors c'est des systèmes aquaponiques, des systèmes un peu de survie, mais dans la perspective, je pense, de le réadapter en milieu extrême. Ensuite, blocage. Je pense que c'est l'après-midi. Non, c'est pas dingue. Il est bloqué. Mais je peux discuter sans mon image. Sinon, on va passer. Alors, une autre rencontre très intéressante, c'est avec les Fabriques du Ponant. Les Fabriques du Ponant, c'est le Fab Lab de Brest, et qui monte un Bio-Hack Lab. Alors, Bio-Hack Lab, c'est encore plus barbare comme nom. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le. Pardon? Voilà, je sais. C'est la version du Fab Lab qui, lui, est plus orientée technique numérique, mais vers la biologie. Donc on peut y faire de l'expérimentation biologique, on peut travailler avec de l'ADN, on peut travailler des bactéries, on peut créer des matériaux, des nouveaux matériaux, des biomatériaux à base de bactéries, à base d'algues, etc. On va monter un projet avec eux de l'aquaponie justement, on en parlait avec le Bengale. L'aquaponie, je ne vais pas développer dessus, mais c'est une technique de culture qui met en place un cercle vertueux d'eau entre une culture de poissons et une culture de végétaux, l'eau passant de l'un à l'autre et retournant en rond comme ça, les nutriments des poissons contre les plantes nettoient l'eau, etc. On va développer ce système-là avec eux, puisque eux voulaient de toute façon déjà mettre en place un prototype dans leurs locaux, et on va réfléchir sur la contextualisation, encore une fois, de ce type de technique en milieu urbain. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein par rapport à En fait, j'ai juste conclu avec le dernier parce que c'est celui qui nous a posé le plus de problèmes, c'est l'IRENAV, l'Institut de recherche de l'école navale. On a rencontré, le directeur est très enthousiaste quant à une collaboration scientifique design. Ça a été la rencontre la plus désarmante et puis au final un peu la plus rassurante, mais rassurante quand même, désarmante parce que c'est là où on a le plus de mal à expliquer à quoi servait un designer, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on cherchait, pourquoi on était là. Et en même temps rassurant parce que le directeur, dans la spécialité et la recherche, pardon, la collecte et la modélisation de données socio-géographiques, à un moment donné, m'a parlé passionnément de ses recherches, et puis moi je lui ai posé la question toute bête, mais alors pourquoi vous faites ça? Et à quoi ça sert? Et il m'a dit, je n'en sais rien. Et c'est là où je me suis dit qu'on peut faire des choses ensemble, parce que c'est vrai que nous, avec une vision peut-être transversale des choses, et puis cette envie de contextualiser, de trouver des usages de choses, il y a peut-être
qui pourra naître avec eux aussi. Donc, voilà, on va arrêter là. Merci. Merci. Du coup, on va peut-être enchaîner, puis après, promis, ça circulera. Du coup, j'ai des assistants. Donc, Louis Brigand, géographe, il a été maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale, Brest, c'est-à-dire de 1991 à 2007, puis professeur d'université à l'Institut universitaire européen de la mer à Lausanne. Il est devenu un des spécialistes des îles du monde, du sud du Chili jusqu'à l'île de Sakhalin en Russie, d'Inishbofin en Irlande, à Hiiumaa en Estonie, en passant par nos îles, celles du Commande, de l'Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée. Ces sujets de recherche portent sur l'environnement insulaire, l'isolement humain, le tourisme des îles et dernièrement sur les néo-entrepreneurs dans le cadre du projet IDI pour Initiative et Développement des îles. C'est dans le cadre de ce projet qu'il nous exposera sa méthode pour mener une recherche associant art et sciences sur des espaces isolés. Pendant que la technique se met en place, je voudrais remercier l'INSA de m'avoir invité à participer à cette journée. Ce matin, j'ai passé vraiment un bon moment, je trouvais ça extrêmement intéressant et j'ai donc pu voir des parallèles et des points que je vais aborder cet après-midi. Je n'aurais pas abordé si je n'avais pas eu l'occasion d'écouter ce matin. Donc, le titre est un peu prétentieux parce qu'en fait, ce qui relève de l'art dans les recherches est quand même marginal. C'est quelque chose qui se fait, je dirais presque en marchant et naturellement, mais ce n'est pas le centre, bien évidemment, de mes recherches. Alors, je suis géographe et je revendique cette discipline qui est très mal menée dans les médias et qui est très mal perçue par le grand public, parce que c'est une discipline absolument extraordinaire, parce qu'elle donne la possibilité finalement dans sa carrière de faire ce que l'on veut, en utilisant les outils que l'on veut, en prenant des libertés avec les disciplines connexes et on fait une sorte d'hybridation qui permet finalement au final d'avoir des recherches qui sont satisfaisantes pour soi. J'ai la chance, et c'est pour ça que je vous ai mis un CV un peu raccourci, là, mais d'avoir enseigné à l'école d'architecture à Rennes pendant 5 ou 6 années, puis en même temps quasiment à l'école des Beaux-Arts à Brest. J'étais à l'époque jeune maître de conférence, je venais de passer ma thèse de 3e cycle, maintenant j'en ai beaucoup de choses sur les thèses, sachez que j'en ai passé 2, donc c'est quelque chose que je connais, c'est pas si grave que ça finalement. Et j'ai eu beaucoup de bonheur durant ces années justement à côtoyer des étudiants qui n'étaient pas les miens et avec lesquels je crois on a fait quand même des expériences assez riches. Et puis maintenant je dirige un laboratoire du CNRS, on est dans un laboratoire dans la l'IEM, vous savez c'est un laboratoire d'excellence, donc on est imprégné de sciences dures avec toutes les règles qui régissent là et c'est pas forcément les meilleures règles, je pense. Bon, ensuite, l'autre... Ah non, j'ai oublié un point, lysonologue. Lysonologue, c'est un terme qui est... J'ai bien compris que vous travaillez sur les îles Commandes également. Lysonologue, c'est un terme qui est... C'est la lysonologie. La lysonologie, c'est la science des îles. C'est un terme qui a été inventé par Abraham Moll, qui est un sociologue, et qui, finalement, avec beaucoup d'intelligence, a écrit, une trentaine d'années, un article très précurseur, montrant comment, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, l'île peut devenir un modèle, un laboratoire, et que finalement, le fait de travailler sur une île, là, ça oblige, et ce qui m'est arrivé dans ma vie de chercheur, de toucher un petit peu à toutes les disciplines, et puis aussi avoir une envie terrible d'en savoir davantage sur cet objet qu'est l'île qui entoure l'eau, et donc on a envie de savoir comment ça s'est créé, comment ça a été habité, pourquoi ça a été comme ça maintenant, pourquoi il y a tel type de végétation, pourquoi les gens reviennent, pourquoi ils s'en vont, pourquoi il y a des résidences secondaires qui s'installent, etc. Donc tout cela, je crois, l'île permet justement d'avoir une vision extrêmement intéressante et riche. En plus, les îles, il y en a dans le monde entier. J'ai cette chance inouïe d'en visiter un grand monde. Et donc, du coup, c'est aussi, effectivement, ça permet de connaître le monde. Donc, je dirais que, pour moi, les îles, ça a été, pour ma vie professionnelle, quelque chose d'extraordinaire. C'est un fil rouge que je n'ai pas quitté depuis
mon master, enfin la maîtrise à l'époque, et puis que j'ai toujours travaillé que sur les îles. Donc j'ai un point de vue qui reste marginal, parce que je ne connais pas forcément ce qui se passe trop sur le continent. Vous parliez tout à l'heure d'îles extrêmes, le terme me gêne un peu, je pense que les îles ne sont pas des espaces extrêmes. Je pense que les espaces extrêmes, on va peut-être les trouver davantage dans des banlieues un peu perdues, où là, voilà. Donc c'est une question qui serait intéressante de débattre intérieurement. Donc j'ai eu la chance de travailler sur les îles du Ponant autour de thématiques très variées, et j'ai toujours travaillé sur l'insularité dans les îles du Ponant, et aujourd'hui sur la thématique de l'entrepreneuriat, dont je vous dirai deux mots tout à l'heure. En Méditerranée, j'ai travaillé pour le Plan Bleu, sur des recherches de scénarios sur le devenir de l'ensemble des îles de la Méditerranée. J'ai travaillé en Patagonie une dizaine d'années, Patagonie chilienne, pendant 5 ans, sur l'isolement. Et là, l'isolement, c'était travailler, aller rencontrer des éleveurs qui vivaient dans des villages, enfin dans des villages, c'est pas des villages, des hameaux situés dans les montagnes. Donc c'était les montagnes, enfin les vallées de montagne, ce sont des îles. Donc là, c'était plus sur l'isolement. Et puis, j'ai travaillé dernièrement aussi sur les îles de Basse-Californie au Mexique, sur la thématique des îles et des aires marines protégées, qui est une thématique importante. J'ai bien vu que vous avez travaillé aussi avec le parc marin d'Ivoise. Et puis actuellement, je travaille sur la, c'est pas l'étranger, mais c'est quand même l'outre-mer, sur la Polynésie française, sur l'archipel du Tuamotu, et en Nouvelle-Calédonie, sur les îles Loyauté, autour des questions justement de l'entrepreneuriat. Alors, un des thèmes qui m'a permis d'avoir un lien avec les écoles d'art de Rennes et de Brest, c'est le paysage. Le paysage, c'est une thématique qui est centrale pour les géographes, mais on peut faire aussi beaucoup de parallèles avec l'art, bien évidemment. Le premier cours que je fais en L1, c'est je donne à mes étudiants 2 pages sur la description de Cyrus Smith débarquant sur l'île mystérieuse, qui se nommera Living Code, et à partir de cette description, je demande à mes étudiants de faire une carte. Cette carte, elle a 2 cartes. Une carte au moment où Cyrus Smith débarque sur l'île, et puis une carte 150 ans plus tard pour l'île aujourd'hui. Tout ça pour montrer qu'effectivement le paysage il va changer effectivement en fonction des usages, des hommes et des époques. Et le paysage, une vue oblique d'Ouessant, c'est le port d'Arlon, pour ceux qui connaissent, qui est situé sur le sud de la côte d'Ouessant, port qui n'a jamais été utilisé, construit sur le banc, et qui a posé des problèmes, notamment par rapport au clapot. Alors on voit sur cette photo beaucoup de choses, on peut rester 1 heure sur une diapo et la commenter en termes de paysage, c'est pas l'objectif, mais à partir de ces vues obliques et ces vues au sol, c'est toujours Ouessant, on peut bien évidemment réfléchir au devenir d'un espace. Et c'est ce que nous avions fait quand je travaillais justement à l'école d'archi à l'école des Beaux-Arts. J'amenais mes étudiants à Ouessant pendant une semaine, et on faisait cette découverte de l'île à travers de son paysage. Et j'ai eu la chance la semaine dernière de rencontrer Éric Goron, qui est un ancien étudiant de l'école des Beaux-Arts de Brest, qui est maintenant designer à Nouméa, comme quoi il séjourne sur les îles d'Ouessant l'a marqué. Et il me rappelait justement, il avait fait son diplôme à partir d'Ouessant, et finalement en relation déjà avec nous. Je vous évoquais tout à l'heure la possibilité de thèse qui puisse associer finalement l'école d'art et l'université. Je pense honnêtement que c'est tout à fait possible, et je pense qu'on n'est pas très loin de ça aujourd'hui. Alors le programme sur lequel je travaille actuellement, il s'appelle Initiative de développement dans les îles. On peut lire ça sous idée, île ou idylle. Et le titre est relié, c'est Entreprendre sur une île, du constat à témoignage, de l'expérience au projet. Ce travail il a comme objectif de... Il y a IDIL 1 et IDIL 2. Donc IDIL 1 est terminé, c'est un programme de 3 ans qui associe des économistes et des géographes, et qui a permis de rencontrer 150 nouveaux entrepreneurs qui s'installent dans les îles. Alors, je ne vais pas vous dire j'aime les entreprises, mais j'aime bien les entrepreneurs des îles du Ponant, dans le sens où finalement ce sont des gens qui s'installent bien sûr pour un projet économique, mais avant tout pour un projet de vie. Et à la limite, pour rejoindre ce qu'il se dire, je pense que ces gens-là sont en train de réinventer de nouveaux modes de vie, de pensée, et donc c'est un sujet qui est absolument captivant, extrêmement intéressant, et probablement que ces gens-là sont en train de réinventer les îles quelque part. La photo que vous voyez, c'est une girouette d'Ouessant, et c'était réalisé par un infographiste rennais qui est à Ouessant depuis 4 ans, donc qui fait partie de mon sujet d'étude, et qui donc s'est inspiré des girouettes traditionnelles qu'il y avait sur l'île pour en construire de nouvelles, et il en vit. Donc c'est un exemple de ces 150 entrepreneurs que j'ai croisés et que je continue la suite, parce que notre programme se poursuit cette année
pour 3 ans avec alors le premier programme où j'avais associé mes étudiants de master, on était avec un laboratoire d'économie, et le second programme qui va démarrer au 1er janvier. Il y a 3 thèses qui sont financées déjà, pour lesquelles on a trouvé le financement. On a un financement aussi des fondations de France. On a associé 17 chercheurs, donc je ne vais pas vous faire mais c'est un projet qui prend plus d'importance et qui justement va se développer aussi outre-mer. Alors je vous parle de ça parce qu'il y a le nom initiative. Et en faisant, moi je fais un travail, je suis géographe humain, comme on le disait, et donc j'en rencontre beaucoup de gens, je fais un travail plutôt d'anthropologie, de sociologie. Et donc mon travail consiste à rencontrer les gens, les faire parler. Et dans ce cadre-là, arrivant à l'île de Saint il y a 2 ans, le maire de l'île, extrêmement désolé, me dit tu sais, nous, on n'a rien sur l'île en termes culturels, on ne sait rien faire, etc. Et je lui dis mais vous chantez. Oui, parce que l'île de Saint, on chante. Et on chante, il n'y a jamais eu de musique, parce que c'est une très pauvre, finalement, quelque chose de pauvre, et on chante. Et je dis mais vous chantez, donc vous pourriez faire quelque chose autour du chant, faire un festival autour du chant. Il me dit mais on chante, mais la chorale elle n'existe plus depuis 15 ans. Donc tu remontes la chorale et puis on va chanter. Il dit bah oui, mais tu sais bien qu'on a 20 chambres d'hôtel, on ne peut pas héberger qui que ce soit. Je dis on va faire une nuit blanche. Il m'a dit ah bah ça c'est une bonne idée. Et on a fait une nuit blanche. Et cette nuit blanche elle a permis de rassembler 100 personnes, et la condition qu'on leur a donnée, parce que c'est dans le cadre de l'IDI, l'initiative, donc là je recense aussi toutes les initiatives que les communes peuvent faire. Donc c'est à ce titre-là, c'est pour ça que c'est dans ce programme de recherche. On a monté avec eux, enfin, ils ont monté, parce que j'étais juste un passeur dans cette affaire-là, ils ont remonté leur chorale et on a fait venir 120 musiciens, donc le 6 juillet. L'affiche est une production de Didier-Marie Le Bihan, qui est peintre sur l'île de Saint, qui habite en permanence, c'est pas une résidence, c'est sa résidence permanente. Et on a associé tous les savoir-faire de l'île, à commencer par le chant. Donc je vous passe quelques photos très très rapides. Voilà la chorale en train de chanter et de répéter. Donc là, il y a le boulanger qui a 50 ans, qui s'est installé il y a 2 ans, il y a le médecin, il y a le père, il y a sa femme, etc. Là, c'est la nuit blanche, voilà, c'est la chorale qui démarre, qui déambule le long des quais, puis derrière, il y a les autres musiciens, et puis les gens qui étaient là. On n'a fait aucune publicité, aucune promotion de cet événement. Donc c'était ceux qui le savaient, le savaient, ceux qui ne savaient pas, le savaient pas, puis c'est tout. Il y avait de la musique baroque, il y avait des fanfares de rue qui chantent, il y avait un festival, il y avait du Canon-Discan, il y avait Noël Corbel, il y avait du blues, enfin, il y avait un très beau plateau, des chorales, etc. Donc 120 musiciens, et puis à 2h du matin, nous sommes partis avec la chorale qui chantait, on nous a suivis, et nous sommes allés à notre bougie, et puis là, on était dans un film de Kusturica, puisqu'on a fait la fête toute la nuit. Et à 6h du matin, il restait encore quelques musiciens, quelques personnes qui nous accompagnaient pour continuer. Et cette belle histoire, donc, qui a du sens, hein, parce qu'elle a aussi une valeur économique, elle a une valeur sociale, elle redonne aussi quelque part une chorale qui renaît et qui débouche sur un événement de ce type-là, c'est pas ordinaire. Eh bien, est à l'image aussi de Saint qui, actuellement, est en train de changer, parce qu'il y a 9 nouveaux entrepreneurs qui sont installés depuis 5 ans, et ça va s'inscrire dans le programme que je vous racontais. Alors, on a un autre projet, j'ai terminé là-dessus en cours, qui est avec une compagnie de théâtre qui est basée à Montpellier, qui s'appelle Ne tire pas la nappe, qui est une compagnie qui existe depuis une quinzaine d'années, et dont l'approche est assez intéressante, puisque leur objectif, c'est de leur un texte de Perret, je ne vais pas commenter, mais qui est assez intéressant dans la mesure où le principe, c'est d'aller d'être en résidence dans une ville, ils y restent 1 mois, elles ont une dizaine de personnes à rencontrer, et ces personnes qu'elles rencontrent leur donnent rendez-vous dans la ville, leur parlent de la ville pendant 5 heures. Ensuite, elles retraduisent cela et elles en font un spectacle où chacune des personnes qui a été interviewée a un rôle, enfin est jouée par un acteur, et évidemment elles transforment cette réalité avec le prisme de leur vision de la chose et puis de leur fait elles écrivent finalement un texte à partir de textes qu'elles ont, et en ce sens elles sont très proches du travail que l'on fait nous finalement, parce que moi je fais le même travail, je rencontre les gens, je les fais parler, j'analyse, etc. Elles analysent pas, mais elles font un spectacle. Et donc, fort de cela, on s'est dit qu'on allait faire la même chose sur Ouessant. Et le maire de
Ouessant est d'accord, et donc elles vont aller en résidence à Ouessant, elles vont rester 1 mois, et puis après, on aura une salle comme vous ici, et moi je travaillerai avec les Ouessantins qui auront écouté la scène et qui auront donc vu comment finalement leur image est interprétée par des artistes, et à partir de là, j'aurai du matériel pour travailler sur la perception que les Ouessantins ont dit. Donc là, vous voyez, il y a une boucle qui est bouclée entre l'art et la science, puisque finalement, on utilise le matériel, entre guillemets, qui est commun, mais de façon d'aborder différente. Donc c'est une recherche qui est en prise, vous l'avez bien compris, directement avec les populations locales. Je dois être honnête, j'habite actuellement à Lutton, à l'île de Saint, pendant que j'habite l'hiver, en fait. Et si c'était possible aussi, c'est parce que j'ai cette approche-là. Je crois que ça serait absolument pas envisageable si je faisais comme beaucoup de mes collègues, rester simplement 1 semaine ou 3 jours et repartir. Évidemment, c'est pas possible, ça nécessite un ancrage dans le temps. C'est aussi une recherche que je souhaite toujours orienter vers l'action, c'est-à-dire que je ne fais pas de la recherche fondamentale, c'est une recherche qui est appliquée, participative et collaborative. Et au-delà, on cherche à trouver aussi de nouvelles méthodes, à faire du transfert de savoir-faire, parce que c'est ce qui se passe finalement dans la réalité, et puis incidemment, développement de production artistique. Donc cette recherche, elle se fait en marchant, elle se cherche toujours, mais c'est propre de la recherche. Et pour terminer, une diapositive où vous voyez voilà, un des pêcheurs de l'île de Saint. Et si on en a le temps, juste un tout petit extrait d'un interview avec le maire de l'île de Saint, si vous voulez, 7 minutes. Et doucement, dans la nuit sombre, et doucement, cherchant son ombre, j'allais par les rues désertes, jusqu'à sa porte entrouverte, et doucement, le cœur en fièvre, et doucement, cherchant ses lèvres, c'était jusqu'au jour un long baiser d'amour. Parce que quand on marche, on chante souvent le refrain, oui, mais pas le couplet. Ça, c'est des chansons du de Saint. C'est des chansons que je regarde dans les mariages, dans les... Mon père, il a chanté, par exemple. Alors le chant, c'est un excellent moyen aussi d'entrer en relation avec les gens, et j'ai collecté effectivement beaucoup de chants. On a fait un film sur le sujet, si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, voilà, il nous reste un quart d'heure, 20 minutes pour réussir à rester dans le temps et avoir le temps de faire une petite pause entre les deux. Donc, Catherine, si tu veux lancer, ou bien tout de suite la salle. Alors, en attendant, avec oui, aussi ce que tu dis pas quand même, c'est que tu es musicien. Et ça, je trouve c'est intéressant aussi, le scientifique qui n'est pas neutre et qui est en empathie avec son terrain, qui en plus est musicien. Voilà. Et ça pose cette question un peu aussi de la recherche-action. Moi, je trouve que ce qu'on trouve un petit peu de commun tous, hein, c'est que c'est chercher sur un terrain, avoir une action sur le terrain, parce que forcément, vous, quand vous avez débarqué, c'est pas neutre et possible, vous aurez une action sur le territoire sur lequel vous arrivez. Vous aussi, parce qu'en fait, vous, c'est l'inverse. Enfin, vous partez de tout ce que vous trouvez finalement sur le territoire et sur le terrain. Enfin, c'est vrai que tous, on doit se demander un peu, bon, ok, c'est bien ce collectage, mais alors après, mais bon, ça, tous les artistes ont un système de collectage, qu'est-ce qu'on fait avec le collectage quand on travaille comme ça? Donc, on vous fait confiance en se disant que le collectage prendra une forme forcément à un moment. Est-ce que c'est une édition, une publication? Est-ce que... Bon, ce qu'on a envie, c'est que ça nous serve aussi, moi je trouve, à tous, parce que c'est assez alléchant là, tout ce que vous proposez. Et ce serait bien que ce soit pareil, que ce soit diffusé peut-être dans toutes les écoles, mais au-delà même, puisque par exemple, j'en fais pas partie, je trouve que les sujets développés sont intéressants. Donc la question pour vous, ce serait voilà, quelle forme peut-être vous envisagez. Et puis oui, je connais trop, j'ai vu quelques questions posées. Moi, pour la forme, pour répondre par rapport à ça, ouais. Dans les 3 thèses qu'on va voir sur l'IDI 2, il y en a une qui est consacrée uniquement à ça. C'est-à-dire que l'on va faire un web documentaire, on va avoir un portail internet, on aura une émission de 26 minutes mensuelle sur TDE du Sud, et plus un article tous les mois dans TDE de l'Ouest. Alors c'est très ancré localement, mais en tout cas en ce qui concerne l'ouverture et ces émissions, bien évidemment, sont en relation avec les entreprises et des IFRE. Voilà. Donc, le collectage du champ, pour répondre à ta question, moi ça m'a beaucoup servi, parce que
ça m'a permis aussi de rentrer en contact avec beaucoup de monde. C'est aussi une façon de tisser du lien. Hein. Et puis d'aller vers des gens qu'on ne voit pas ordinairement, parce que vous n'avez pas passé la plus vieille personne de 2005 à un répertoire extraordinaire et qui raconte qu'elle allait à fond de cale quand elle était jeune fille, quand elle partait de Diane pour aller à la 5, où chantait un cantique à la Vierge. Donc on en attend énormément de choses. Juste pour répondre, sur la forme que ça peut prendre, le résultat, c'est vrai qu'on a commencé un petit peu à établir un blog, qui est plus un petit travail qui nous est commun, qui est avec les étudiants, etc., mais qui à terme sera ouvert, bien entendu, vers effectivement plus de communautés. De la même manière, l'édition papier, c'est juste qu'on a commencé, et qu'on espère aussi mettre en commun et partager effectivement avec notre tout début en fait de cette aventure, et que voilà, on cherche un petit peu l'outil qui sera le plus propice et facile à communiquer pour l'instant. Pour vous, c'est dans quel délai? Parce que c'est vrai qu'on est quand même assez curieux de découvrir tout ça. C'est dans quel délai? Là, c'est dans les années à venir. C'est quoi vos objectifs L'objectif, c'est cette année. Voilà, c'est cette année. En fait, on a déjà fait des tests pour ça. Cette année, c'est vraiment de passer l'étape de figuration, de mettre les choses en ligne. Après, c'est vrai que l'idée, c'est que chaque projet, en fait, à chaque projet, en fait, son média et un projet va peut-être donner lieu à une réalisation, ça c'est dans l'idéal, mais une réalisation en milieu urbain, un autre projet va donner peut-être lieu à une publication, un autre projet va donner lieu à... Donc après, c'est vrai qu'on reste dans la collecte, mais cette idée d'un espèce d'organisme comme ça, vivant, qui inclut le temps, l'émotion, c'est un peu l'idée qui nous échappe, qu'on a gardé, de tout mettre dans une boîte tout de suite. C'est votre mode de fonctionnement, si je comprends bien, avec les références que tu donnes, ou par rapport à la permaculture ou ces choses-là, où on est plutôt par l'expérimentation horizontale, plutôt que... Mais surtout qu'il n'y a pas de modèle réellement. Il y a des pistes, il y a des principes qu'on peut appliquer ou pas, mais selon le contexte, selon la personne qui va le mettre en œuvre, le projet va être complètement différent, c'est ce qui est passionnant. Alors, j'ai peut-être une dernière question, puis après, on va passer dans la salle. C'était la relation entre la recherche, la recherche et l'artiste, la recherche l'enseignant, la recherche et l'étudiant. J'ai du mal peut-être à voir, mais c'est parce que c'est en cours. Quel est le rôle de chacun dans l'histoire? Je suppose que les étudiants ne font pas que les sites web, ça fait faire plein d'autres choses. Et est-ce que, je ne sais pas, vous pouvez vous exprimer peut-être sur... c'est complexe, hein, il n'y a pas une réponse, mais qui fait quoi? Je ne sais pas, c'est un vous, c'est... Donc, dans l'idéal, c'est qu'on aimerait que l'étudiant soit un peu... Alors, c'est peut-être pas au centre, mais que quand même soit plus qu'acteur, enfin vraiment acteur de cette recherche. Et que ce soit une espèce de studio, d'agence, aussi bien enseignant que l'étudiant, que les différents partenaires prennent vraiment part de la suite. C'est sûr que l'étudiant, c'est au-delà de la réalisation des sites web. Déjà, c'est eux qui sont à la base des projets. Parce qu'André, il n'y a pas de projet. Déjà, ça part de là, donc la recherche n'existe pas, c'est l'étudiant. Ce qui est très important, c'est que nous, on participe, et ça, c'est les choses aussi que l'auteur, parce que parfois, démarrer un projet, c'est pas facile, l'étudiant est parfois face à des échecs qui ne sont pas forcément compréhensibles. Et donc l'idée, c'est que nous aussi, on soit porteurs à la fois du projet, mais aussi acteurs de ces projets. Donc ça, c'est aussi important pour nous, c'est qu'on ne soit pas simplement là pour lancer le projet, mais vraiment être acteur, être au centre aussi du projet. Tu me réponds, toi, Louis, comment tu fais toi, avec les étudiants? Avec les étudiants, comment je fais? D'abord, les étudiants, nous on les a pendant 7 ans, pour ceux qui vont jusqu'à l'été. Et moi, j'ai des étudiants qui sont aujourd'hui maîtres de conférences, auxquels j'ai enseigné en première année. J'ai travaillé pendant longtemps, vous n'avez pas parlé, mais sur la fréquentation et les usages touristiques dans les îles, parce que c'est quand même l'activité numéro 1 des îles, le tourisme. Et donc là, on faisait beaucoup de terrain, et donc moi, mes étudiants, je les repérais en première, deuxième année, et puis on allait sur le terrain avec eux, dès la licence. Après, ils faisaient un master sur une entreprise, sur l'atelier IDIL 1,
J'ai fait 2 ateliers avec mes étudiants de M2, donc il y a une quarantaine d'étudiants qui sont allés pendant 2 ans faire le recensement de ces entrepreneurs. Et puis j'en ai 5 qui ont fait des Master 2 sur le sujet. Et puis là, donc, on en a 3 issus de ces promotions qui ont fait des thèses, donc on en a 3 thèses. Donc en fait, nous, c'est un long cheminement qui part de la première année jusqu'à la thèse, et après, certains d'entre eux sont même mes collègues et on continue à travailler ensemble. Donc ça se passe assez simplement, mais là encore, l'île, c'est un fabuleux... Les étudiants, ils aiment bien aller dans les îles, et on a plus de facilité à les faire travailler sur l'île, même si elle est proche, que dans la Beauce ou je sais pas où. Donc, j'ai pas trop de mal à trouver des étudiants, ils viennent assez volontiers. Et puis, je crois aussi que je leur donne énormément d'autonomie, c'est un petit peu ce que vous vouliez dire aussi, je crois. Et donc, je pense qu'ils apprécient aussi de se retrouver dans cette situation professionnelle. Par exemple, on leur fait faire des exposés publics. On fait un travail vraiment, quand on va travailler sur une île, on n'arrive pas comme ça, dans les gars, on arrive sur l'île, non. Puis on est en public, on présente ce qu'on va faire, c'est eux qui présentent. Et donc je crois que ça c'est aussi extrêmement important quand on est sur des petites communautés comme celle-ci, il faut être extrêmement vigilant par rapport à cela. Et ça nécessite non pas d'aller une fois, mais d'y aller plusieurs fois, de revenir. Et les étudiants, c'est la même chose. Et moi, les étudiants qui sont allés sur les îles, par centaines que ça se compte. Mais je crois que c'est important de faire en sorte qu'il y ait un vrai lien avec le terrain et que eux-mêmes ils aient des relations proches avec les îles. Et alors après, c'est dans une école d'armes, on a un labo, les étudiants s'entendraient avec nous, ceux qui sont en maîtrise et en thèse, on se voit tous les jours, on discute, on part ensemble, on forme des équipes. Et pour les publications, le rôle de l'enseignant, par exemple, ou du chercheur, donc toi tu publies à partir de ces données-là, par exemple, tu co-publies avec eux, comment ça... Nous, c'est très... Je vous l'ai dit, on est dans un ADEX, donc on est sur des normes qui sont très standards. Donc les étudiants qui sont en thèse, ils ne peuvent pas soutenir leur thèse s'ils n'ont pas fait 2 publications dans une revue scientifique, donc tout est très normé, donc on n'y échappe pas. Mais après, une fois qu'on a rempli ces conditions-là, on a quand même beaucoup de latitude aussi pour faire autre chose. Alors évidemment, nous, on publie, de toute façon, c'est obligatoire, on n'a pas d'autre solution. Alors après, il y a les publications scientifiques dans les revues de rang A, etc. Puis après, il y a ce que l'on peut faire à la marge, de manière un peu différente, détournée. Et ça, je pense que ça a autant de sens que c'est plus moi, et mes collègues le pensent aussi. Et on peut aussi, par le biais des bourses CIFRE, les bourses CIFRE sont des bourses de thèse sur lesquelles on associe une entreprise, et l'État prend en charge quasiment les 2 tiers, voire les 3 quarts du financement. Donc c'est des sommes qui sont relativement faibles, et là on peut, mais il faut travailler avec l'entreprise. Et là on peut faire vraiment ce qu'on veut, et dans n'importe quel domaine, aussi bien des sciences dures qu'en sciences humaines. Donc après il y a des possibilités, et puis on peut... Puis il y a des programmes aussi de recherche qui favorisent cela. Le programme sur lequel on a été retenu de la Fondation de France, c'est Quels littoraux pour demain, un programme, je t'en fais partie si tu as été retenu. C'est un programme qui est très ouvert, sur lequel on peut trouver des financements, on trouve 150 000 €. C'est pas très compliqué, il faut faire cette question. Après, on peut passer avec les ANR, c'est un peu plus compliqué, mais on peut trouver aussi des financements pour des recherches qui peuvent sembler un peu marginales ou pas complètement dans l'air du temps, mais on peut trouver. On parlait des étudiants, là il y a quelques-uns parmi nous qui sont peut-être encore là. Est-ce que vous avez des commentaires, interrogations Alors moi j'ai une petite question pour surtout le projet de Nicolas Cloquet et Paul Monet. Et ma question concernait Sonavir, qui est une sorte d'annexe résidence de l'école, et plus particulièrement concernant l'équipement et le matériel qu'il y aurait peut-être à bord pour travailler. C'est peut-être un peu prématuré. Tout dépend après, je pense, du bateau. Sur le projet pilote, ce sera forcément plus réduit, et c'est aussi moyen, c'est pas des choses qu'on se fait petit à petit, je pense. Mais l'idée, c'est d'avoir du matériel relativement
Soubé, qui est un vrai, je dirais que on est plus proche peut-être d'un atelier, d'un artiste qui va travailler différents matériaux, donc qui va avoir de quoi travailler un peu le bois, le métal. Comme c'est une petite équipe, on n'a pas forcément besoin de choses comme l'école, évidemment, c'est beaucoup de gens, mais l'idée, ça serait d'avoir du matériel portable pour faire un petit peu tout quand même, et c'est vraiment un atelier. Dans la mesure du possible, c'est-à-dire que c'est une salle de réunion, il y a des ordinateurs, et il y a un ton suffisamment grand pour pouvoir travailler, et il y a des lignes de stockage pour tu veux peut-être compléter oui, auquel on peut ajouter les outils numériques aussi, qui sont évidemment légers, donc d'autres mains qui se lèvent. Francesco. J'ai plusieurs questions pour plusieurs d'entre vous. Déjà, pour continuer avec le bateau, vous avez parlé de la mer, mais est-ce que c'est envisageable, voire éventuellement plus facile à imaginer une navigation sur des rivières ou sur des voies internes? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré ou est-ce que vous vous êtes laissé emporter par, puisqu'on est passe au large? La mer est un espace plus ouvert. L'idée, c'est quand même de faire du cabotage, c'est pas forcément de faire des grandes traversées. Après, je sais que pour les rivières, il y a un projet en ce moment à Cergy qui fait un projet sur une péniche. Ils font un projet. Et ce bateau, enfin, je trouve que l'espace, déjà le littoral est déjà un espace conséquent et je pense qu'il y a pas mal de possibilités avec les ports, les îles, c'est déjà l'espace principal, je dirais. Oui, et puis la mer, c'est il y a quand même quelque chose qui est plus fort, quoi. Il y a quelque chose qui est plus dur, il y a quelque chose qui fait un peu plus peur. Et comment Pourquoi la mer serait plus forte? c'est pas, après, c'est des questions de sensibilité. C'est vrai que c'est pas. Moi, c'est pas comme ça que je le vois, en tout cas. Après, ça. C'est pas comme ça que je le vois. Comment? Une bêtise, hein? En tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose qui est. C'est pas les mêmes imaginaires, c'est pas les mêmes théories, c'est pas les mêmes. Est-ce que. Bah. Non, du coup, c'est moi qui ai parlé de cette chose qui est à mon avis très importante, c'est de confronter une réalité qui est très technique dans ces environnements également. Et c'est donc de confronter cette réalité très technique qui existe dans les activités économiques liées au maritime et comment on peut venir les mettre en tension justement avec quelque chose qui est plus de l'ordre de l'imaginaire, comment les choses peuvent se télescoper, se nourrir, s'enrichir. Et il me semble que justement, donc, du coup, avec l'espace maritime, il y a une vraie possibilité à un enjeu et une force légale qui réside. Moi, est-ce que je peux peut-être. On laisse le débat à mer fleuve. Notre question, j'ai une autre question qui va répondre ou enchaîner pour le moins partiellement sur ce que a soulevé Catherine concernant nos positions enseignants-artistes. Au risque peut-être de mettre les pieds un peu dans le plat. Parfois je me dis que c'est peut-être un problème de génération, mais je vois qu'il y a beaucoup de projets qui ont été décrits aujourd'hui, qui sont intéressants, qui vont à l'encontre de groupes, de populations, qui aident des populations, si on prend l'aventure des brigands, à
retrouver peut-être des formes culturelles qu'ils avaient eux-mêmes perdues et à recréer un ciment social. Mais moi, en tant qu'artiste, je reste sur ma faim parce que pour moi, l'idée d'une recherche artistique comporte l'idée de création de formes ou d'espace ou de situations ou de visions qui n'ont peut-être pas encore leurs usagers ou qui sont en décalage avec le temps présent. Donc je me dis, là, si je prends juste le cas de Louis Brigand, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse en tant que phénomène, comment on rencontre un groupe qui retrouve leur chant et qui organise un festival. Moi, je sais qu'en tant qu'artiste, je m'interroge sur est-ce que ces chants suffisent aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas en créer de nouveaux? Est-ce qu'il ne faut pas repenser la communication graphique? Est-ce qu'elle est adaptée? Je veux dire, pour qu'on dépasse le folklore ou juste la revitalisation de formes passées et qu'on puisse s'aventurer vers autre chose. Et encore une fois, je conditionne cette réflexion avec l'idée que c'est quand même, je suis conscient que ma vision est peut-être un peu messianique, mais je pense que pour moi l'art a un peu cet aspect d'un sorte de messianisme qui se renouvelle sans cesse, quoi. Donc on a besoin de renouveler. Oui, tu veux répondre? Ce serait la réponse. Oui, j'entends bien votre questionnement, mais nous, de toute façon, l'objectif, c'était pas du tout c'était finalement simplement de créer à la demande du maire un événement et qu'il s'approprie cet événement. Et c'est ce qui va se passer en 2015. Ils vont refaire cette nuit blanche. Après, évidemment, on n'est pas vraiment dans un processus de création. Sauf que quand on travaille justement sur le chant, comme je l'ai fait pendant un an, j'ai appris des choses absolument étonnantes et ils créent des chansons sur des faits divers, comme c'était le cas au Moyen-Âge, mais ils m'ont chanté des chansons racontant l'histoire d'un sénant qui est amoureux de Céla, enfin bref, ça se fait toujours et encore, et ce qui est encore peut-être plus intéressant par rapport à ça, c'est que dans les générations de jeunes, là, parce que vous évoquiez un problème de génération, il y a un patronyme qui est très connu à l'île de Saint, c'est Fouquet. Il y a dans les filles Fouquet, il y a 3 jeunes filles qui ont entre 25 et 30 ans, dont une qui est en train de faire une carrière nationale dans un groupe qui s'appelle Bobby Nesfou, et les 2 autres qui travaillent aussi dans le chant. C'est-à-dire que cette tradition du chant qui est très ancrée, finalement, elle rejaillit aujourd'hui parce que aussi, ils revendiquent leurs origines sénales, parce que finalement, ils étaient dans un terreau qui a favorisé cette explosion de l'alcool. Mais après, nous, en tant que scientifiques, notre projet, c'est pas, on n'est pas du tout dans l'art, c'est pour ça que j'ai bien dit au départ, c'est un peu marginal, mais dans les entrepreneurs, par exemple, sur lesquels on travaille, il y a Verrier de Belly, par exemple, dont on pourrait parler ici, parce que vous avez la figure des Beaux-Arts qui a fait son diplôme avec lui. Il y en a beaucoup qui sont dans des métiers qui sont très proches, qui ont une approche artistique, qui eux-mêmes sont peut-être qui sont en train eux aussi d'introduire cette dimension-là dans les îles, mais en y vivant en permanence. J'insiste un petit peu là-dessus parce que les artistes qui passent sur les îles, il y en a quand même pas mal finalement, ça a toujours été le cas. Il y a des grands noms qui sont associés à la musique simplement de Bretagne, en peinture notamment. Mais je pense qu'aujourd'hui, la notion d'y être, d'y travailler, d'y produire est importante. C'est-à-dire quelqu'un qui viendrait simplement comme ça, je ne suis pas certain que son geste soit forcément bien perçu par les populations. Donc je crois qu'on est dans peut-être la nécessité aujourd'hui de travailler vraiment en profondeur et avec le temps. Et après, les portes elles s'ouvrent aussi volontiers. Je pense qu'il y a aussi
beaucoup de choses à faire, mais ça nécessite une présence. Ça, j'en suis convaincu. On va peut-être s'arrêter là et on a une dernière question. Rapide. Format très rapide de questions à Louis Brigand, des propositions au travail de Stéphane Michard, qui est de section d'ENSET à Brest l'année dernière et qui est dans la salle aujourd'hui. Et c'est une question pragmatique de pédagogue, d'école d'art à professeur d'université. Si un étudiant comme ça qui a conduit une recherche en master qui résonne évidemment avec une problématique de recherche en université, souhaite poursuivre un cursus en 3e cycle. Pratiquement, comment ça se passe? Comment ça peut se passer? C'est un peu compliqué, il faudrait que vous ayez, vous, de votre côté, des structures de... vous puissiez... je ne connais plus très bien les écoles d'art, hein, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de... On passe pas de thèse on a fait de l'archive, en école d'art. C'est un sujet un peu en discussion. Bon, parce qu'en fait, ce qui peut marcher, ce qui pourrait marcher assez facilement, il m'est arrivé d'encadrer des thèses avec, j'en démarre une avec un autre laboratoire et en économie, dans des disciplines très différentes, parce que ça me pose, c'est des thèses qu'on fait à deux, quoi. Ça ne pose aucun problème. Et si vous aviez, s'il y avait cette, je sais pas, j'imagine naïvement qu'il y ait un doctorat, voilà, vous faites une thèse en co-tutelle, et puis il suffit que je sois d'accord, moi, avec l'enseignant qui est dans l'école d'art, et puis on trouve le financement, et puis l'étudiant il fait son 3e cycle en associant 2 disciplines. Ça, c'est pas compliqué, hein. Nous, on peut faire une thèse en géographie avec des sociologues, des anthropologues, des biologistes, on a plein d'exemples dans ce domaine. Je vois pas pourquoi ça serait différent avec une discipline artistique. Avec des designers, ça devrait être possible. Je vois pas pourquoi ça serait pas possible. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, qu'en école d'archi, tu me dis si je me trompe, on doit s'appuyer notamment sur l'université de géographie, sur... avec Rennes 2, je crois, mais on ne peut pas, dans une école d'architecture, avoir un doctorat en architecture. Voilà, je ne savais pas que je connais ça. Ouais. C'est derrière. Bon, voilà, donc je pense que c'est pas très simple, c'est en train de se mettre en place, mais c'est pas tellement simple pour l'école d'art. Du coup, on va rester sur cette note. C'est pas très simple, mais c'est possible. Tout est possible. Du coup, là, c'était un peu l'occasion de confronter les diverses orientations, méthodes. On voit qu'il n'y a pas de modèle prédéfini. Chacun organise un peu selon ses envies et tout est à construire. Donc, on va clore cette première table. La deuxième sera sur la restitution de la recherche, qui est toujours quand même dans les questionnements qu'est-ce qu'on fait, pourquoi faire, et comment on le diffuse.